Donc on démarre avec Dominique Delport. Salut Dominique. Bonjour Stéphane. On se connaît depuis longtemps, Dominique. À l'époque d'ailleurs, et c'est pour ça on va parler évidemment des startups et de ce que tu continues à penser que c'était une phrase de John Chambers, patron de Cisco à l'époque. France is the next big thing. C'était il y a 10 ans. Absolument. Ouais, on attend encore quand même, mais on va parler de ça. Mais on va parler aussi réseaux sociaux. Tu m'as expliqué Facebook comme personne, donc je pense que là on a besoin de comprendre. Donc maintenant tu es d'ailleurs indépendant en partie, aussi toujours membre du conseil de surveillance de Vivendi. Tout à fait. Voilà. C'est toi qui as produit cette série improbable, Le Candidat, pendant la campagne présidentielle. J'ai découvert ça en préparant l'interview. Pour le candidat Emmanuel Macron, réélu président. Oui, qui était un truc qui s'est quand même jamais fait, c'est-à-dire suivre une campagne avec un format proche du magazine, en écriture, en rythme, mais délivré toutes les semaines. Donc c'était littéralement entre le mercredi et le jeudi. Tout en fake. Absolument Oh, pas. arrête quand tu vas se balader sur le pont Alexandre III. Ça s'est fait comme ça à 22h30 dans son bureau. On est parti, on a quitté la voiture, on a marché comme ça. En une prise. Les rushs l'attestent. Il y a une prise. Rien. Non, justement. On appliquait une démarche. Super lumière quand même. Journalistique. Un seul réalisateur, caméraman, Stéphane Gillot. Super boulot. Ah ouais, voilà. Et nous derrière, donc équipe très réduite. Et puis, in fine, une validation avec le candidat lui-même. C'était passionnant, c'était suivre la campagne en étant au cœur, mais avec un petit pas de côté quand même, et un format qui... Comment tu mesures le succès d'un truc comme ça? Tu ne peux pas le mesurer. Ça a aidé ou ça n'a pas aidé? Je pense qu'en tout cas, ça a fait du bien à un cœur de supporters qui avaient besoin de le voir autrement. Et je pense qu'en tout cas, on verra sur la durée. Généralement, Obama, The Last Year, Depardon, Giscard, ce sont des magazines qui étaient diffusés après l'élection. Là, le pari, c'était de le diffuser pendant la campagne, avec le risque de créer soi-même, je dirais, ses propres polémiques ou controverses. Ça n'a pas été le cas. Je pense qu'on l'a vu un peu différemment. C'est vraiment intéressant de revoir dans la longueur. Il y a quasiment 90 minutes à voir. Et en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Bon, et à retrouver cette fibre journalistique de mes 10 premières années professionnelles. On va voir là, tu as écrit un article, donc moi j'appelle ça Startup Nation Still Alive. Alors d'abord, la Z-économie est en marche, tu dis. Oui, je pense que on s'est à peine habitué à la génération Y, que déjà la Z... Donc la Z, tu la démarres où? Parce que je suis paumé, moi. Grosso modo, la Z, c'est ceux qui ont entre, on va dire, 14 et 22 ans. Donc c'est les post-millennials, en fait. Oui, les post-millennials qui sont nés avec le digital, 2010. qui le maîtrisent particulièrement, qui sont, comme on le sait, à la fois fascinés par ce nouveau pouvoir que le digital leur permet d'acquérir, et aussi inquiets parce qu'ils subissent la pression des réseaux sociaux, de l'estime de soi qui dégringole. Bref, quand on dit likez-moi, aimez-moi, c'est avant tout une recherche de validation, plus qu'une espèce de boursouflure d'égotisme. Donc c'est vrai que c'est une génération très paradoxale, qui est aussi très transactionnelle, qui a un rapport un peu différent, on le sait, au monde du travail, à la planète, très engagée, et en tout cas très créatrice. C'est la grande différence entre TikTok et les autres réseaux sociaux. Sur YouTube, une personne sur 1000 produit du contenu. Sur TikTok, c'est 83% qui produisent du contenu. Un peu comme Snapchat qui avait montré un petit peu la voie. Ils produisent du vide. On appelle ça comme on veut, BookTok, et ce qui fait repartir les ventes de livres. Donc, il faut toujours... BookTok, je ne connais pas, vas-y, dis-moi. C'est des pitchs de bouquins sur TikTok. Faites hashtag TikTok éducation. Vous serez sûrement surpris de voir la richesse et la profondeur de ce réseau, qui a été fait pour simplifier... T'as quoi, TikTok éducation? T'as des profs de maths qui arrivent là quand même à essayer d'intéresser des experts comptables, des juristes... Ces trucs-là. On nous a raconté mais non, mais on nous racontait la même chose sur Facebook. La grande différence, c'est que Facebook a été conçu comme un réseau social qui était là pour permettre aux gens de se connecter. Les copains de fac de Zuckerberg et puis ensuite les autres. Et ce réseau social qui n'avait pas été nativement conçu pour produire du contenu, est devenu progressivement réseau média. Et avec ce gap de 2008 où tout ça est porté sur l'iPhone et sur Android, et là ça explose.
avec quand même ce problème qu'il a fallu aller chercher l'attention, la garder, et comme on le sait, c'est ce qui a aussi entraîné la polarisation, les algorithmes, la le tabloïd, etc. et tout ça. Absolument. Et avec quand même une machine Facebook qui n'était pas vraiment préparée à ça. Et donc, des annonceurs qui, certes, ont vu dans Facebook un outil formidable pour agglomérer de la data et être efficace, notamment auprès des cibles qui regardaient moins la télévision et les médias traditionnels, et avec des effets revers assez violents. On a pensé à la révolution arabe en se disant les réseaux sociaux aident la démocratie, et puis on se prend les Rohingyas et toute la désinformation russe depuis des années. Donc c'est vrai qu'on a un moment un peu de vérité. Il y a un papier cette semaine dans The Atlantic, Is Social Media Dead? Donc, est-ce que tout ça n'était qu'une passade? Sur l'aspect Startup Nation, moi, revenons sur la Z-économie. Attends, parce que je t'ai coupé la parole, c'est un de mes grands défauts. Quand tu nous racontes TikTok, mais ça a de la valeur, parce que moi, la Z-économie, ça veut dire qu'il faut que ça produise de la valeur, valeur marchande, de la valeur d'échange. Aujourd'hui, cette génération-là, c'est une génération qu'on retrouve sur des plateformes comme Vodoo, plateforme de jeux vidéo, avec des tas de petits studios qui se créent, de gens qui ont appris à maîtriser le code et à développer avec leur créativité des jeux. Plateforme française. On est, je crois, je ne veux pas dire de bêtises, c'est la 3e plateforme en téléchargement sur l'App Store, derrière Meta et Google. C'est incroyable. Plus de 100 jeux, des dizaines de milliards de téléchargements. C'est juste massif. Et on a les petits comme Oma Games qui est déjà en train de décoller. Tu parles de Sorare aussi. Sorare qui a signé de la Coupe du Monde de foot. A signé les deals avec la NBA, comme Jelly Smack. Jelly Smack est le leader de la creator economy. Ils ont été Jelly Smack, les 2 fondateurs de Caféine, enfin kiosque pour la presse, Michael et Robin, qui ont créé Jelly Smack, qui aujourd'hui agglomère tous les plus grands créateurs en leur permettant de monétiser sur les autres plateformes leur contenu. C'est un mélange de compréhension de contenu, compréhension du code. Et bien ça, ce truc de code et de culture, d'esthétique et de logique, c'est la France. C'est Versailles, c'est la Tour Eiffel, et c'est ça... Tu me fais rajeunir, Dominique, merci. Et cette renaissance. Non, mais j'ai regardé pour toi, parce que alors, tu me dis que c'est la 3e, là, Voodoo. En l'occurrence, c'était la première à l'époque, Zenly. Oui. Première application, c'était du social localization. Exactement. C'était formidable. Première application téléchargée. Snapchat a fermé. Eh ben voilà, mon Donc, pote. de l'intérêt, mêmes causes donneront les mêmes effets. De l'intérêt de soutenir ce secteur créatif et technologique. Enfin, c'est quand même pas un hasard si on est le seul pays où, lorsqu'il y avait Spotify, il y a eu Deezer, première licorne française, il y a eu YouTube, il y avait Dailymotion, à peu près au même moment, les mêmes semaines. À l'époque, la différence, c'est que les boîtes françaises n'ont pas été en capacité de lever de l'argent pour financer leur croissance. Aujourd'hui, parce qu'en 2022, malgré la crise, malgré la guerre, eh bien, le nombre d'argent levé par les fonds d'investissement, les private equity, les VC, eh bien, est en croissance par rapport à 2021. Et la France est bien positionnée dans cette course-là, et notamment nos talents. Biril, 2 anciens de l'école 42 qui créent cette appli, on est à 15-20 millions de téléchargements par mois. Les Américains regardent ça avec envie. Mais moi je veux plus ça. J'ai baigné là-dedans. Tu sais, j'en ai pris tellement de la drogue au lever de fonds que maintenant c'est une indigestion. Je parle pas des levées. Moi je veux à un moment, est-ce que les gars... T'as une structure d'entreprise à un moment, voilà, t'as du management, t'as une solidité, C'est le cas des boîtes que j'ai citées. Alors, une que t'as pas citée qui m'intéresse énormément, moi, parce que pour le coup, je connais un petit peu, c'est Believe. Oui. C'est donc l'agence de, on va dire, la maison de disque du 21e siècle. Voilà. L'indépendante de la musique numérique qui a réussi à ce côté. Miracle. C'est-à-dire, là, tu es sur des boîtes qui commencent à avoir de vraies grosses structures d'entreprise. Avec des places de marché et avec, à un moment donné, le fait de ne pas appartenir à un des grands conglomérats. Dans la musique, on a 3 gros players. Universal Music, avec des liens forts avec Vivendi, Warner Music, Sony Music, et puis il y a tous les indépendants. Même chose dans les réseaux sociaux. On a les grandes plateformes, et puis on a ceux qui peuvent être un peu comme ça travailler avec tout le monde. Deezer, c'est ni Apple, ni Amazon, ni Google. Donc le fait d'être, entre guillemets, non aligné, ça ne veut pas dire qu'on est forcément dans un cul-de-sac. Ça veut dire qu'il faut être plus créatif, il faut faire évoluer sa plateforme plus vite, il faut aller chercher des audiences locales, mieux comprendre les cultures locales. Et ça, je trouve que ce qui se passe en ce moment est rafraîchissant.
Tu les connais de l'intérieur, c'est-à-dire il y a les équipes de management à l'intérieur, il y a les gars. Il faut des gars chiants avec des cravates, quoi. Tu vois ce que je veux dire à un moment pour tenir ces boîtes. T'es d'accord avec ça? Évidemment, mais il faut surtout un marché. Soit c'est un marché qui repose sur l'abonnement, soit c'est un marché qui repose sur la publicité. La pub, on est en train de le redécouvrir avec Netflix et même Apple, qui prévoit de faire 30 milliards dans la pub dans les 4 ans qui viennent. La pub, c'est 700 milliards de dollars. Ça reste le meilleur moyen de financer du contenu gratuit et tout le monde ne peut pas mettre 5, 7, 10 euros pour s'acheter son contenu. Donc la grande majorité des 8 milliards de terriens, on accueille le 8 milliardième aujourd'hui, eh bien c'est quand même des contenus financés par la publicité. La pub, elle a aussi cette vertu-là, donner du contenu gratuit à tout le monde, dans la presse, dans la radio, dans la télé, etc. Et donc moi je suis confiant sur le fait que cette spécificité française, ce mariage entre le code et la culture, eh ben, il est en train de revivre avec cette génération Z, qui est une génération de créateurs, qui est totalement désinhibée par rapport à la technologie et qui en même temps comprend les modèles aux US et ailleurs et les applique avec beaucoup de talent. Nos codeurs n'ont rien à envier à ceux de la Silicon Valley, on le sait. Là maintenant, ils rencontrent des marchés mondiaux avec un financement qui est aussi plus disponible qu'avant. Qu'est-ce qui fait qu'on ne va pas buter sur toujours les mêmes sujets, c'est-à-dire le problème de taille? La crise de croissance. Voilà, la crise de croissance, tu n'as pas de marché européen, donc les gars vont partir aux États-Unis. 1 sur 2 d'ailleurs deviennent américains en partant aux États-Unis. On a raconté Zenly, enfin voilà, c'est le sujet. Je pense qu'il y a un marché européen. Il y a 380 millions de consommateurs qui aujourd'hui sont sur les mêmes plateformes. C'est ça la grosse différence. Donc la barrière de la langue, elle s'efface dans beaucoup des territoires et des sociétés qu'on évoque. Après, ce qui est vrai, c'est que le financement, il est quand même très anglo-saxon, y compris pour nos licornes, et que donc il y aura un sujet sans doute de comment on passe à l'étape d'après. J'ai quand même l'impression qu'au niveau européen, tout le monde est bien conscient que sur les 20 premières plateformes sociales mondiales, il y a des plateformes américaines, des plateformes chinoises, coréennes, il n'y a pas de plateforme européenne, et que c'est quand même un petit sujet, y compris de démocratie. Donc, à suivre. Ça, c'est pour la Renaissance française. Bon, écoute. Facebook. Alors, non, juste un mot d'abord. Twitter. Parce que tu disais très justement. Donc, Elon Musk, en gros, son message, il est un peu le contraire du tien. C'est la pub, je ne vais pas y arriver. Et donc, c'est $8. Alors, on ne sait plus où il en est, je dois dire, j'ai un peu décroché. Est-ce que c'est encore $8? Est-ce que c'est plus dégueu? Enfin, bon, bref. Je pense que le mec est génial. Je veux devenir payant. Il est génial et c'est son principal ennemi. C'est-à-dire qu'effectivement, aller sur la Lune, quand personne ne l'attend, et faire SpaceX, premier fournisseur de la NASA, c'est dingue. Révolutionner une industrie comme l'automobile et faire Tesla, c'est dingue. Changer le paiement, faire PayPal, c'est fou. Donc, effectivement, il a de la ressource et il a un vrai génie. Après, là, il s'agit d'émotions, de contenu, de démocratie, de vrais gens, et c'est une drôle de matière, les réseaux sociaux. Donc là, Twitter, c'est vrai que je lui souhaite de réussir. Je pense que Twitter a du potentiel. C'est une plateforme, personnellement, que j'adore. Mais dire, on arrête la régulation, on sait bien où ça a emmené d'autres plateformes. Donc je pense que ça, c'est quand même un peu court. Après, sur le modèle économique, la vraie réalité, c'est que les annonceurs n'ont pas besoin de Twitter aujourd'hui. Donc s'ils y vont, c'est parce que la plateforme les rassure, c'est l'aspect numéro 1. Est-ce que c'est, comme on dit, brand safe? Est-ce que c'est un milieu qui est confortable, sécurisant, où ma marque va être protégée? Bon, bah là, on l'a vu sur Lily, on l'a vu sur PepsiCo, 2-3 tweets avec des fausses identités, et ça a fait tomber en milliards la valeur. C'est plus compliqué que ça. Non, mais avec beaucoup d'humour, d'ailleurs, ce qui donne du crédit à ce que tu disais au début sur cette génération Z très créatrice et tout. Absolument. Parce que je dois dire que le truc sur Eli Lilly m'a beaucoup fait rire. Voilà. Vous avez peut-être suivi ça. Il y a un problème sur l'insuline aux États-Unis. L'insuline est hors de prix aux États-Unis. 100 € contre 10 € en France. Fabriqué par Eli Lilly, et les gars ont fait un faux compte Eli Lilly, certifié donc par Twitter, payant $8, disant l'insuline est gratuite. Résultat, et là il a perdu une dizaine de milliards, une dizaine de milliards de capitalisation boursière. Voilà. Donc c'est vrai que les grandes plateformes sont à un moment aussi un peu intéressant de leur histoire, puisque grosso modo, on a une bulle qui a explosé, c'est la bulle post-Covid. On pensait que les arbres monteraient au ciel. Il y a eu quand même 10 années de croissance en 8 semaines avec le Covid, où tout le monde a pensé digital. Ce qui a été formidable pour tout un tissu de PME et de commerce qui se sont digitalisés. Enfin, pour ces grandes plateformes, Facebook a doublé les embauches. Enfin, il y a eu vraiment une espèce d'effet exponentiel qui, malheureusement pour eux, et heureusement parce que ça veut dire qu'on vit aussi avec des rencontres humaines et pas que digitales, la société a repris le dessus. Ouais. Donc, moralité pour Facebook, ça a été un coup d'arrêt. Ils ont effectivement fait partir 13% de leur workforce, donc grosso modo 11 000 personnes, un peu de façon radicale, comme ça c'est aux États-Unis, c'est-à-dire un email, mais ils ont géré ça pendant les mid-terms, donc en termes de com, on n'est pas inquiet. 2, Apple avait changé les règles du jeu.
sur iOS 14 et donc en demandant le consentement de l'utilisateur. Il y a quand même 10 milliards de recettes publicitaires qui se sont évanouies. Et puis 3, je pense que pour Facebook, la vraie difficulté, c'est est-ce que je comprends cette génération Z ? Parce que sans Instagram, Facebook aurait souffert beaucoup plus rapidement. Et 2, TikTok a montré avec un algorithme différent et une façon de gérer le contenu autrement. On peut suivre du contenu sans suivre ou connaître les personnes. Et c'est ce qui remonte à la surface avec l'algorithme qui va nous accrocher. TikTok a réussi effectivement une croissance assez spectaculaire. Dernier point, un pari. L'immersion avec Oculus et avec le Metaverse, c'est 15 milliards d'investissements par an. Non, attends, tu vas super vite, Dominique, parce que c'est pas 15 000... Tu dis Zuckerberg, il a tué Facebook, enfin, il a changé de nom. Il a quand même... T'as une marque... Attends, c'est à toi. T'as une marque où 2,5 milliards de personnes vont au moins une fois par mois, et tu dis, non, finalement, ça m'intéresse plus. Mais c'est un truc de malade. C'est un pari extrêmement ambitieux qui consiste à dire... C'est un pari ou c'est une folie ? Alors, je vais aller plus loin. Est-ce qu'on peut vraiment construire une croissance long terme sur des plateformes qui ne nous appartiennent pas dans cette économie de la tech ? On voit bien que quand Apple change les règles du jeu, ou Google Android, le mobile, qui est aujourd'hui le principal point d'accès à Facebook, tout le modèle s'effondre. Donc, le pari sur le métavers, c'est pas juste... Ce que tu dis, c'est Facebook était de toute façon trop dépendant des deux concurrents. Des systèmes d'exploitation sur lesquels il travaillait. Et pourquoi est-ce qu'on met 15 milliards sur le métavers ? C'est pas juste parce que tout le monde aime porter des lunettes VR. C'est parce que c'est pour Facebook la possibilité de maîtriser son système d'exploitation. Avec donc des investissements conséquents, on n'a jamais vu ça, il y a quasiment plus de 20 000 salariés sur cette division Reality Labs. Voilà, un pari. Alors moi je pense que ça peut être un pari. Non, parce qu'en termes d'entreprise, conseil de Vivendi. Si Vivendi prenait à un moment une décision comme ça, je ne vais pas commenter la phrase que je viens de prononcer. Si, j'en sais rien, tu commences... L'exemple d'IBM avec l'ordinateur portable. Tu mets des gars dans un coin, une vingtaine d'entre eux, une trentaine, le tout pizza team comme dit Amazon, tu vois ce que ça donne, tu les laisses bosser. Tu fais pas le grand switch comme ça du jour au lendemain. Je pense qu'il y avait aussi un environnement législatif d'anticoncurrence qu'a connu Google. Quand Google a changé et est devenu Alphabet, d'un coup, la pression sur la marque Google est retombée. Parce que YouTube, c'était Alphabet, parce qu'Android, c'était Alphabet, parce que Waze, c'était Alphabet. Et donc, dissocier la marque ombrelle de la marque du produit, ça a aussi quelques avantages. Mais si on revient sur... Tu viennes plus souvent quand même. Hein. Non, mais je comprends des trucs. Ça m'échappait complètement. Si on revient sur Meta et sur l'univers immersif, je reste convaincu qu'il y a un futur sur ces technologies-là, notamment parce que la limite des réseaux sociaux, c'est que fondamentalement, l'interaction, c'est de commenter, c'est de liker, c'est un émoticône, c'est assez pauvre. Quand on est en situation immersive, où tu discutes avec un chauffeur de bus d'Atlanta, je prends l'exemple de mon petit frère, qui me racontait ça, et qu'il a passé 3/4 d'heure à discuter et à jouer au basket virtuel avec un chauffeur de bus, il me dit, jamais dans la vie réelle, je n'aurais eu cette interaction. Et c'est sa voix, certes un avatar, mais c'était une vraie rencontre sociale. Il s'est dit des choses, il y a quelque chose une émotion qui est passée là. Le mal de nos sociétés contemporaines occidentales, c'est la solitude. Et aujourd'hui, de plus en plus de gens sont seuls. Des femmes avec enfants, des hommes avec enfants, des célibataires, des veufs et veuves. Et la solitude, c'est quelque chose de puissant. On regarde la télé, on joue aux jeux vidéo, où on communique. Et je pense qu'autour de la solitude, on va découvrir une façon d'amener un peu de chaleur humaine, je ne plaisante pas, via cette technologie. Je comprends, ça m'intéresse énormément. Voilà. Donc on revient sur l'hospitalité. Là où tout le monde... Le besoin d'être accueilli. Mais oui, mais là où tout le monde justement dit, mais c'est des trucs de boomer, hein, on est d'accord. C'est-à-dire qu'on dit, mais au contraire, ça y est, on est enfermé dans notre truc virtuel, on n'en sortira jamais, c'est un pas de plus vers justement la solitude et l'isolement. Toi, tu dis c'est tout le contraire. C'est le contraire, et avec la technologie, il y a toujours du bon et du mauvais. Il ne faut pas oublier les dizaines de milliards de dollars qui ont été levés pour financer des organisations associatives et des ONG grâce à Facebook et la capacité de lever de l'argent online. Donc, encore une fois, dans le cas de l'isolement, regardez comment on travaille avec des enfants autistes et avec les nouvelles technologies. Regardez comment on resocialise des gamins qui sont en décrochage scolaire
parce que justement, via le jeu vidéo, il y a eu des initiatives thérapeutiques formidables menées Michael Stora et d'autres pédiatres qui montrent que le jeu vidéo, c'est aussi apprendre l'échec, dépasser son échec, same player, shoot again. Donc il y a toujours, et moi je suis résolument vert à moitié plein, comme tu le sais. T'es vert, il déborde le verre. T'arrives presque à me convaincre. Je reste convaincu mais encore une fois, c'est aussi pour ça qu'il est important d'entendre la voix de l'Europe, la voix de démocratie occidentale par rapport à ces enjeux de souveraineté, de privacy. Le sujet technique, c'est-à-dire il y a un sujet technique, on a tous vraiment rigolé quand on a vu les premières expériences de métaverse. On avait montré le petit film que Carrefour avait envoyé, c'était ridicule, c'était Atari, enfin c'était... Et ça tu balayes ça d'un revers de main, ça dans 2 ans on n'en parle plus quoi. Oui, je pense que la pénibilité aujourd'hui c'est les lunettes. Ouais. Les ingénieurs sont pas tous parfois clairvoyants. On s'est rendu compte par exemple que les femmes réagissaient moins bien aux images et avaient un sentiment de nausée plus prononcé, tout simplement parce que l'écartement des yeux n'avait été conçu qu'à partir de la morphologie masculine. Et donc, à quelques millimètres, c'était pas aussi focus que pour un visage féminin. Donc voilà, ça se cale. Faut se souvenir de Cryo, faut se souvenir du Deuxième Monde, de Canal+, avant même Second Life. Non, mais bien donc sûr. Il y a encore une fois, moi j'aime le génie français et je reste à peu près convaincu qu'on a quelque chose à dire dans cette discussion parce que dès lors qu'on amène du contenu et de la technologie, je trouve que l'Europe retrouve avec son histoire et son savoir-faire, un avis, une ambition et plein de talent. Oh là là, je suis au bord de... C'était la France a tout pour réussir, hein. C'était quand même le slogan que la France on a martelé ensemble pendant 20 ans. Dès qu'on voyage, c'est Sylvain Tesson. La France est un paradis peuplé de gens qui se pensent en enfer. C'est compliqué, mais c'est vrai que quand on voyage, on se dit quand même qu'on a du bol. Bon. Alors, et en ce moment, je passe pas mal de temps et au Moyen-Orient et en Afrique. Et cet acronyme des boîtes EMEA, Europe, Middle East, Africa, je trouve qu'avec ces 2 blocs, tu en parlais tout à l'heure, l'Amérique et l'Asie, il y a un truc à raconter qui correspond culturellement à nos histoires. Il y a beaucoup de connaissances d'un côté, beaucoup de fonds souverains et de ressources financières de l'autre, et puis un potentiel incroyable. 40% de la jeunesse mondiale dans 30 ans sera en Afrique. Donc, comme dit Borloo, c'est notre futur ou notre tragédie. Donc, je pense que ça sera notre futur. EMEA is the next big thing, alors. Merci Dominique Delport qui était avec nous sur Bismart.